Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonjour à tous, alors notre ami Karl n'est pas là ce soir, donc je vais essayer de le remplacer, même s'il est remplaçable. Et je suis avec de nombreux consultants de qualité ce soir, puisqu'on est avec Constantin. Salut William, salut à tous. Salut. Enzo. Bonjour Maître Lévy, bonjour à tous. Le nadaliste. Sparring partner de père en fils. Et Guillaume. Salut, moi j'avais perdu 6-0, 6-0 contre Richard Gasquet quand j'avais 8 ans. Je sais pas si ça compte, mais voilà. Ouais, mais ça va. Moi j'avais pris 0-0 de Yannick Noah quand il avait 50 ans aussi. Hein. Ah ouais. Du coup, c'est bon. Bon, bah écoutez, ce soir, on a pas mal de choses à dire parce que y a un tournoi du Grand Chelem qui commence et qui a commencé. Et on va revenir avant très vite fait sur les deux tournois de la semaine dernière, à savoir Winston-Salem chez les hommes et la victoire de Kevin Anderson et la victoire de Kvitova à New Haven. On va aller assez vite parce que, comme on sait, c'est des tournois juste avant les grands chelems. C'est pas forcément les tournois les plus intéressants, mais certains joueurs y vont pour trouver de la confiance ou pour gagner des points. Et donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les femmes. New Haven. Voilà. Allô? Oui. Je disais, Constantin, on avait bien pronostiqué la victoire de Kvitova. Ouais, d'Anderson aussi. Et d'Anderson. Hein. Donc on a fait carton plein. Donc on va commencer par New Haven. Alors qu'est-ce qui s'est passé à New Haven? Il y en a un de vous qui veut commencer? J'interviendrai au fur et à mesure. New Haven, c'est pas une grande surprise parce que Kvitova au final était la joueuse la mieux classée, tête de série numéro 2, mais la joueuse la mieux classée du tournoi. Elle a respecté son rang en jouant un tennis relativement correct. Moi j'ai vu surtout au final où elle bat Safarova après avoir perdu le premier set, donc une belle preuve de mental. Mais en soi, c'est un tournoi de préparation intéressant pour l'US Open, pour Kvitova. Et puis ça peut être une base de confiance pour elle pour les matchs à venir. Est-ce que tu penses que alors parce que je sais que ces tournois s'adaptent du fait qu'il y a un grand chelem le lundi et donc ils font jouer la finale le samedi au lieu du dimanche, est-ce que tu penses que ça compromet les chances d'une Kvitova d'aller loin à l'US Open, le fait d'avoir joué comme ça une semaine avant? Honnêtement, je pense qu'elle gère son corps. Hein. Elle est capable de gérer son corps. Si elle sent qu'elle fait le tournoi, c'est que elle se sent capable d'enchaîner deux tournois. Si elle le fait, c'est qu'elle se sent capable et seul son résultat à l'US Open verra si confirmera ou non le choix de New Haven. Et est-ce qu'il y a d'autres joueuses qui ont quand même perdu assez tôt dans le tournoi? Je crois Bachinski, Keys, elle a perdu assez vite, non, aussi, non? Madison Keys, ouais. Au deuxième tour, elle a joué Kvitova. Donc, ah oui, elle a perdu contre Kvitova. Elle a beau lui avoir pris un set, elle a joué comme elle pouvait. Allô? C'est normal qu'on entende les infos. Martin, on attend les informations là, donc je sais pas ce qui se passe chez Radio One. Une émission un peu chaotique ce soir. Un peu particulière. Ouais, c'est... Non mais, allô. Ouais, il y a eu des gros orages, c'est vrai, mais c'est pas
Il faut couper le micro. Apparemment, il y a alerte orange sur l'US Open. Hein. Alors attendez, parce que Karl, quand il va écouter la rediffusion, il va se foutre de notre gueule. Et là, C'est un coup de Karl pour... Enzo, est-ce que tu pourrais contacter Martin pour savoir ce qui se passe? D'accord. Ah bah J'ai ouais. coupé. Ah bah nickel. Ouais. Bien joué. Je sais. Qu'est-ce qui s'était passé là, juste pour Bah, comprendre. Guillaume, il a coupé le son du micro de Martin, donc ça a tout résolu. Ah d'accord, ok, désolé. C'est vrai que moi je suis en voiture, donc j'ai pas une. Allons-y, chers amis. Prolongeons. Voilà, donc on était sur New Haven, on se dépêche du coup. Donc Vitova, sans surprise, numéro 2 mondial. Victoire logique. Et puis victoire logique, elle a pas vraiment été inquiétée. Je pense qu'on va pas dire grand chose d'autre. Bon, Keys, elle a perdu contre elle. Il y avait qui comme autre joueuse de gros calibre? Il y avait Basinski. aussi Wozniacki qui a perdu contre Kvitova. Ouais, puis il y avait quand même ça. Et puis il y avait Eugénie Bouchard aussi qui a perdu finalement assez tôt encore. Comme ouais, mais c'est pris 6-0. Eugénie Bouchard. Elle a pris 600-6-0 contre Vinsky. Ouais. Bon, elle a vraiment du mal en ce moment, c'est vrai. Enfin, toute Vraiment la dommage. saison. Et bon, d'ailleurs, là on l'a vu passer le premier tour de l'US Open, donc bon, c'est déjà bien. Mais d'ailleurs, elle a entamé une collaboration pour l'instant officieuse avec Jimmy Connors, qui avait tenu une semaine avec Sharapova. Est-ce qu'il réussira la passe de 2? Bah on verra, mais bon, moi j'ai pu voir très rapidement, on parlera après de l'US Open. Bon, c'est il y a un mieux quand même, il y a un mieux depuis un petit mois, même si c'est hyper irrégulier et que elle est loin de son niveau l'année dernière, il y a quand même un petit mieux, donc. Tu diras, ça pourra pas être pire. Hein. Non, voilà. Ok, donc victoire logique de Kvitova, et puis on verra à l'US Open si physiquement ça tient, et puis si elle trouve la régularité, parce que Kvitova c'est un peu la Wawrinka du circuit féminin, quoi. Ouais, après il y avait Safarova aussi qui confirme, parce qu'elle est 6ème mondiale, bon elle a été là, et comme par hasard elle fait la finale à New Haven et elle est déjà éliminée à l'US Open. Ouais, alors voilà, est-ce qu'on peut pas se poser la question de se dire, est-ce que c'était intelligent pour une joueuse comme Safarova de jouer comme sûrement ça? Pas. Sûrement pas. Sûrement pas, ouais. C'est. Ouais, on verra. Et l'avenir nous dira sur Kvitova. Bah pour Safarova, on sait déjà, ouais. Bon, du coup, c'est toujours à double tranchant parce que c'est les joueurs qui veulent avoir de la confiance et engranger des points, mais je pense que quand on est 6ème mondial, on peut quand même faire l'impasse sur ce genre de tournoi. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'elle a perdu parce qu'elle a joué New Haven ou tout simplement dû à une méforme le jour J? C'est pas forcément la conséquence du New Haven. Et là, donc rétroactivement, on peut bien sûr affirmer ça. Mais est-ce que si elle avait fait l'impasse sur New Haven, aujourd'hui on aurait eu la certitude qu'elle aurait passé de Surenko? Bah le pire c'est quand tu joues la finale et que tu la perds en fait. Parce que t'as joué il y a pas longtemps, t'es épuisé et en plus mentalement, au moins Kvitova là avec un capital confiance hyper bon, mais finalement t'arrives 2 jours après, tu viens de perdre un match, t'es un peu sur les rotules, donc non, ça s'est peut-être pas goupillé idéalement pour Safarova. Moi, je pense quand même que rétrospectivement, et on peut regarder aussi avec les hommes, vous savez, il y a toujours effectivement ces tournois 250 là qui sont juste avant la semaine du Grand Chelem. Ouais. À mon avis, si on fait une stat là sur les 5-6 dernières années, parce qu'on va pas remonter non plus trop longtemps, mais je suis certain qu'il y a très peu de bons résultats pour le type qui a gagné ou qui allait très loin, enfin on va dire les finalistes de ces tournois-là, et derrière leur parcours en Grand Chelem la semaine suivante. Hein. Ouais, bah c'est des tournois qui sont faits pour les joueurs mineurs. Ouais. Et pour qu'ils puissent engranger des points, et finalement, exactement. bah comme un Pierre-Hugues Herbert a su le faire, qui a su gagner une centaine de points, ce qui est pas neutre. Voilà, et c'est des tournois 250 qui sont un peu plus dégarnis que d'habitude, et donc voilà.
le vainqueur de Nice chaque année, à mon avis, il va pas très loin à Roland-Garros. Ouais, bah il y a Genève aussi, je crois, juste avant Ouais. Roland-Garros. Avant Wimbledon, il y a C'est Innsbruck, non? ouais, c'est ça, ouais. Avant, Non, mais après, à mon avis, vous omettez quelque chose, c'est que pour les femmes, les tournois du Grand Chelem ne sont pas au meilleur des 5 manches. Donc ça laisse quand même une petite marge de sécurité, entre guillemets. Et c'est peut-être moins idiot sur le circuit féminin d'aller essayer d'engranger des points une semaine avant le tournoi du Grand Chelem. Après, pour les femmes, la donne est effectivement un peu différente. Ouais, ouais, on est d'accord. alors que vous verrez jamais des grands joueurs entre guillemets hommes faire le tournoi quand on voit que le mieux classé n'était même pas dans le top 10 au tournoi de Winston-Salem où c'était Gilles Eh ben, Simon. transition faite, c'était Gilles Simon là, Oui, et lui et Kevin Anderson qui était la tête de série numéro 2, non? et il était très très bien inspiré de perdre dès son entrée en lice. 3-7 serrés. Ouais, à 6-7, 7-6, 7-6, c'est très très rare hein, pour Gilles Simon, quand on connaît son taux de jeu de service remporté. Ouais. Mais bon, Simon, en ce moment, c'est la galère. Hein. Ouais, Simon, bon, il y en a qui le voyaient aller loin Oh, les idiots! il y en a qui le voyaient aller à la Coupe Rogers. Parce qu'il était dans une bonne dynamique et depuis cette fameuse Coupe Rogers où les pronostics ont été très bons par l'équipe de Tennis Talk, Tout à fait. je dois l'avouer. Depuis cette fameuse Coupe Rogers, c'est vrai que le parcours de Simon n'est pas. Mais il faut dire, excuse-moi de te couper, William, il faut dire que Gilles Simon n'a jamais renié le fait que la tournée américaine était très compliquée. Les balles changent totalement. On est quand même relativement en fin d'année. On est dans la 3e ou 4e partie de la saison. Ça dépend comment on la découpe. Mais on est dans la fin de la saison. Et on arrive à un moment quand même où les organismes sont épuisés, où ces 2 Master 1000 et même ce tournoi de Winston-Salem arrivent à des périodes relativement compliquées à gérer pour les joueurs qui ont besoin un petit peu de couper avec le tennis parfois. Et les conditions de jeu sur ces tournois-là ne permettent pas à Gilles Simon de briller. Donc c'est un tout, je pense, plus que c'est en état de forme, c'est un tout. Et je doute pas qu'il fasse un bel US Open, même s'il est malmené pour l'instant dans le 3e set. Du coup, on est d'accord que Gilles Simon, c'est quand même a été bien inspiré De perdre tôt. de perdre assez vite. Comme son gars. Quand on connaît son amour pour les longues batailles acharnées, ensanglantées en 5 manches, on se dit qu'il a bien fait. Et pareil pour son gars. Comme pour les autres. Alors, est-ce que Kevin Anderson a fait une erreur? Bah, il était quand même sur la pente descendante là depuis Wimbledon. Il avait enchaîné que des défaites. Donc je pense que ça peut peut-être le relancer. Je pense que ouais, Kevin Anderson, il est venu vraiment parce que il avait un défaut de confiance, quoi. Un défaut de confiance. Lui, je pense qu'il a eu raison. Lui, il était totalement, il est venu à raison, je pense, parce que lui, il n'a rien à perdre. Il sait que dans un grand chelem, rarement, il va pouvoir aller en 2e semaine ou la dépasser. Mais là, il engrange des points, il engrange de la confiance. Et un grand serveur en confiance, c'est dangereux à n'importe quel moment. Enfin, j'ai pas besoin. Djokovic va peut-être vous faire un dessin pour moi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc ce tournoi finalement qui a permis aux Français, Pierre-Hugues Herbert, qui avait une wildcard parce qu'il y a un accord entre la FFT et l'USTA pour avoir en échange d'une wildcard française, ils ont une wildcard américaine à Roland-Garros. Et donc Pierre-Hugues Herbert qui a bénéficié de cette wildcard et qui n'a pas eu besoin de jouer les qualifications à l'US Open, contrairement à Paul-Henri Mathieu. Et qui a pu du coup jouer ce tournoi de Winston-Salem. Donc c'est bien pour le français parce il a intégré le top 100, c'est ça? Ouais, il est même aux alentours de la 90e place mondiale. Donc c'est inespéré. Il fait un bond
d'une vingtaine de places, si je ne m'abuse, et en ayant des certitudes, entre guillemets, sur le jeu qui n'ont pas été confirmées à l'US Open. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, il joue beaucoup de matchs. Il est performant en double. Voilà, et puis il y a le coup d'après, comme on dit en France, où c'est toujours un peu compliqué alors qu'il avait quand même un premier tour. Bon, on reviendra sur l'US Open, mais il avait un premier tour faisable. Donc c'est dommage. Bautista Agut, c'est quand même un joueur. C'est solide, c'est solide. Estimé parce que c'est un joueur qui va rarement jouer en dessous de son niveau. C'est un joueur qui est aux alentours de la 20e place mondiale. Il garde ce niveau de 20e place mondiale. Il n'ira pas perfer au-dessus. On le sait, on est prévenu. Mais d'un côté, il perd très rarement en dessous quand même, ce qui fait qu'il mérite cette stabilité au classement. Ouais, Bautista Agut, c'est un joueur plutôt solide. Et bon, c'est clair. Sans coup fort et sans coup faible. Et aujourd'hui, ce genre de joueur très bon en défense du fond, qui tiennent bien la cadence, ça embête Pierre Hugerbert et son jeu un petit peu tout vers l'avant, 100% confiance et une deuxième balle relativement inconstante. Ouais, Pierre Hugerbert qui a un jeu agréable à regarder quand même. Ouais, un joli twinner d'ailleurs contre Andersen. Mais oui, c'est un joueur qui va vers l'avant, qui est volontaire, qui nous montre du jeu assez agréable et qui perce en double. Donc c'est peut-être un futur, on en parlait, un futur Nicolas Mahut, un futur Michael Liodra, ou peut-être même mieux de rêver d'une carrière à la Santoro. Ouais, pourquoi pas. Et sinon, qu'est-ce qui vous a marqué sur ce tournoi de Winston-Salem? Donc là aussi, la finale s'est jouée le samedi. Un jet a été affrété pour Kevin Anderson et Pierre Hugerbert pour pouvoir rejoindre New York le plus rapidement possible. Ça, c'est très bien. Ouais, parce que je pense que les organisateurs savent que le tournoi est forcément un peu compromis parce qu'il est proche de l'US Open et donc ils essayent logistiquement de mettre tout en œuvre pour inciter les joueurs à venir et à avoir les conditions les plus les matériels les meilleurs possibles. Donc ça là-dessus les Américains lésinent pas, ce qui est pas mal. Et voilà, je pense que vous voulez ajouter quelque chose sur ces deux tournois parce qu'on a encore 5 minutes avant. Juste je voudrais ajouter la déception de Tsonga. Donc mais en américaine, j'ai été déçu de Joe qui est capable de faire beaucoup mieux, qui fera certainement bien à l'US Open parce que c'est un joueur en plus au tableau de garni et au jeu très propice à la surface plutôt rapide que l'US Open. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'arrive pas à faire une très belle année parce qu'il a très très bien joué à Roland-Garros et qu'il est capable de jouer de très beaux matchs de tennis et cette année il est un peu en deçà de... Ouais, alors après on va pas le juger sur Winston-Salem où je pense qu'il a plus ou moins fait exprès de... Non mais c'est global après comme je... Oui. Tu parles, il a pas su défendre son titre à Montréal. Il s'incline que contre le vainqueur. Oui, c'est vrai qu'il s'incline contre Murray, bon mais Murray a pas été inquiété. Aussi, il a pas... Après, je pense que Tsonga maintenant, ça va être des coups d'éclat comme ça de temps en temps, mais. Ouais, ça va être un joueur un peu événement qui est capable. Un peu comme mon fils. Ouais, non. Justement, moi, pour prolonger là sur Tsonga, je pensais à quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque quand même, il a 30 ans, donc il arrive aussi vers la fin de sa carrière. Je me disais, rétrospectivement, finalement, il a une carrière qui me rappelle celle dans les joueurs français, qui me rappelle celle de Pioline, c'est-à-dire où finalement il aura, c'était pas celui qui était le plus attendu de sa génération, mais c'est celui qui aura eu les meilleurs résultats. Il aura été loin un peu dans tous les grands chelems, il aura été bon partout, il aura été en finale, en demi de grand chelem un peu partout. Il a réussi à gagner un Master 1000, il en a même gagné 2, Joe. Ouais, il a gagné. Mais il aura jamais réussi à faire même 6 mois, 4-5 mois pleins, c'est-à-dire que c'est un tournoi par-ci par-là, il va être très fort pendant 1 mois, 2 mois, et ça me rappelle exactement la carrière de Pioline qui a fait ça et qui est resté pareil autour de la 10e, 15e, 20e place pendant presque 7-8 ans, mais
à chaque fois où ils ont eu les deux le match pour passer pour gagner un grand chelem tout simplement. Et pour des raisons diverses et variées, ça s'est pas fait. Bon, Pioli, lui, il a eu pas de chance. Il a joué 2 fois en finale contre Sampras, mais Joe, c'est un peu la même chose. Cette année contre Wawrinka, finalement, il était pas loin de gagner. Contre Djokovic, la première fois, il doit gagner en Australie. À Wimbledon, 1 ou 2 fois contre Murray, il est pas loin de gagner non plus, mais ils l'ont pas fait, quoi. Et donc, c'est juste comme ça, mais c'est un petit parallèle et je me suis dit, finalement, regarder les deux carrières, j'ai regardé après, j'ai comparé, et ça se ressemble pas mal. Ouais, c'est dommage parce que Tsonga, moi, je pensais vraiment qu'il avait Wimbledon dans sa raquette des années où il jouait quand même très très bien. Ouais. Et moi, je me suis dit, il va s'accrocher et puis une année, ça va finir par passer, quoi. Et en fait, c'est vrai que sur la dernière marche, il nous a toujours un peu déçus, ouais. Donc, c'est pas qu'il nous a déçus, c'est qu'il tombe contre un très bon Wawrinka, bon sur les points importants à Roland-Garros. Il tombe contre un Djokovic très fort à Wimbledon 2011. Il tombe contre un Djokovic excellent en finale de l'Open d'Australie quand il le joue en finale de l'Open d'Australie. Au final, c'est un joueur aussi qui tombe sur une adversité plus forte que ce qu'il a rencontré et à des échelons supérieurs. Il a certains détails dans son jeu, par exemple son revers que je trouve trop inconstant, qui font qu'il n'arrive pas des fois à franchir ce cap qui le ferait gagner des titres plus importants. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est le problème. Tu rajoutes à ça aussi que, la défaite en finale de Coupe Davis l'an passé l'a achevé, je pense aussi. Oui. Ouais. Non, parce que regarde, il est quasiment en finale de Roland cette année. Il fait un super parcours. Il lui reste peut-être encore 1 an ou 2, mais clairement, il gagnera pas. Cette année, il fait une très mauvaise saison. Enfin, il faudrait un accident, quoi. À part un Roland où il y a un espèce un peu de miracle qui s'est produit aujourd'hui. Enfin, cette année, il fait une très mauvaise saison. D'ailleurs, c'est mauvais, mais là tu vas voir qu'aussi bien à l'US Open, il va aller en 2e semaine, il va peut-être aller en quart ou en demi, et qu'en fin de saison, il est capable de se motiver un peu et d'aller un peu loin en indoor. C'est que si tu regardes rétrospectivement, il y a 1 ou 2 saisons où il a vraiment été constant, mais sinon le reste du temps, il a toujours été comme ça en fait, à alterner le bon et le très mauvais. C'est vrai qu'elle date sa finale contre Djokovic à l'Open d'Australie. C'est pas la première finale remportée par Djokovic en Grand Chelem, d'ailleurs. Si. Avant, il s'était incliné contre Federer. Et ça date, ça va bientôt faire 10 ans, quoi. 7 ans. 8 ans. Ouais. 8 ans, donc. C'est 2008. Il y a 8 mais on est ans. en 2015. Ah oui. Il y a 8 ans qui sont passés et il est jamais sorti du top 20. Ouais, et puis surtout, il y a 8 ans qui sont passés, il a jamais refait une finale de Grand Chelem, quoi. Vraiment. Donc, Djokovic, il en a gagné 10 de plus. Donc c'est surtout ça qui est. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait Wimbledon dans sa raquette parce que à un moment il volleyait bien, il servait bien, il avait du punch. Je le trouvais à l'aise. Il avait battu Federer 1 ou 2 fois à Wimbledon, je crois, en quart de finale. En tant que 2-7 à rien en plus. Je crois que c'est le seul à avoir battu Federer en remontant de 7 à 0. En Grand Chelem, ouais. Et Belgrade, il avait, c'est ce match c'est pas forcément à Wimbledon, mais c'était plutôt là, à mon avis, le match qui aurait complètement changé sa carrière, c'est en quart de finale contre Djoko, là, il y a 3 ans à Roland-Garros. La balle de match. Là, ça peut changer sa carrière. Mentale, je veux dire, psychologiquement, voilà. Ouais, c'est vrai que ça s'est joué une balle de match sur la ligne. C'est ça. Mais après, il y a juste les gars, oubliez pas, donc c'est l'heure des. Ouais, on va laisser Martin faire les informations. Ouais. Exactement. « 19h32, on se retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à 21h pour un journal plus complet. Mais avant cela, donc le rappel des titres de l'actualité à 19h32. La gare internationale de Budapest a été évacuée ce matin. Le trafic est suspendu en raison de l'afflux de centaines de migrants qui tentaient de monter
à bord de train pour l'Autriche. La situation en direct tout à l'heure. Un deuxième suspect dans l'attentat de Bangkok a été interpellé en Thaïlande, a déclaré le Premier ministre 15 jours après cette attaque inédite en plein Bangkok qui a fait 20 morts. Quelques 70 tracteurs ont pris la route en convoi ce matin depuis le Finistère pour rejoindre Paris où ils doivent participer au rassemblement organisé jeudi à l'appel de la FNSEA. Et puis du foot, le jeune attaquant de l'AS Monaco, Anthony Martial, est officiellement transféré dans le club de Manchester United. Le montant de cette transaction n'a pas été communiqué par les deux clubs. Selon plusieurs médias, elle avoisinerait 80 millions, ce qui ferait de Martial le joueur français le plus cher depuis Zinedine Zidane. Voilà messieurs, on se retrouve tout à l'heure à 20h et tout de suite c'est la suite de Tennis Talk. Yes. Salut, on se retrouve. Finalement, on n'a pas eu le titre qu'il y avait eu des violents orages. Donc, c'est dommage, hein, parce que moi, Pourtant, je les ai vus parce que moi, je suis à Montpellier en ce moment. Je peux dire que je les ai sentis passer les orages. Alors, je vous le prévois pour tout à l'heure. Ouais, étant à Toulouse, je les ai eus aussi. Ouais. À tout à l'heure, messieurs. Moi, je qu'on veut passer à l'US Open. On va passer Voilà. à l'US Open pour la deuxième partie de l'émission. Donc l'US Open, le tournoi qui fait que vous vous couchez tard le soir. Et le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année et qui a commencé lundi. Donc en ce moment, ça joue à l'US Open puisqu'il est 13h30. Et on a déjà eu quelques surprises dans le tournoi féminin et une grosse surprise dans le tournoi masculin. Allez, on va commencer cette fois-ci par les hommes, peut-être. On va peut-être commencer par la grosse surprise française et ce que vous en avez pensé, la victoire de Benoît Paire en 5-7 sur Kei Nishikori. Qui c'est qui a regardé le match et qui a envie d'en parler? Moi, j'ai regardé un petit peu. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont regardé aussi, non? Yes. Allez, vas-y. Ouais, donc effectivement, ça fait quand même plaisir. Bon, déjà effectivement, de voir un exploit de la sorte, et puis en plus par Benoît Paire, fantasque. Et ça a été un match quand même avec énormément d'intensité. Benoît Paire, je trouve que il a ses qualités et ses défauts. Elles ont été à leur paroxysme tous les deux pendant le match, mais mentalement, ça a quand même été solide. Il faut pas oublier qu'il sauve une balle de match contre Nishikori, qui était là en finale l'an dernier, qui est quand même très régulier. Qui est très régulier. Maintenant, il est 5e mondial. Moi, j'ai vraiment, honnêtement, bon, en plus, je le connais un peu, Benoît, parce qu'il est du même coin que moi, mais je l'ai vu un peu plus jeune quand il était dans les meilleurs de sa catégorie. Et je pensais pas, quand il a perdu le 3e set, je me suis dit bon, c'est sympa et tout, mais voilà, ça va se finir en 4-7 tranquillement. Je pense que personne ne lui donnait beaucoup de chance à la fin du 4e. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce tie-break? le taille où il sauve une balle de match. Ouais, c'était le tie-break qui a relancé tout le match, quoi. Ouais, complètement. Là, c'est un peu n'importe quoi. Après, il réussit aussi des trucs mais bon, il les tente. Il a le mérite de les tenter. C'est ça, c'est que Benoît Paire. Parce que derrière, j'ai lu des articles où on dit oui, il revient il fait son match et tout. Ouais. Après, faut pas oublier que de toute façon, Benoît Paire, il jouera tout le temps comme ça toute sa carrière. Donc il y aura des coups, ça passera, des coups, ça cassera. Là, c'est vrai qu'il a fait un exploit, qu'il a sauvé une balle de match et qu'il sort un joueur top 5. Il aurait pu faire le même truc et s'écrouler dans le tie-break. Là, c'est vrai que c'est passé pour lui. Par contre, Nishikori, effectivement, j'ai regardé un peu en Grand Chelem, ça fait plusieurs fois qu'il rate un peu le coche mentalement. Autant l'année dernière contre Djokovic, il avait été énorme, mais bon, apparemment Djokovic était quand même blessé pendant le match là, en demi-finale. Mais là, cette année, contre Tsonga, par exemple, il était passé complètement au travers à Roland. C'est vrai qu'il a des petits moments où il arrive pas à tuer le match. En fait, c'est un joueur qui a un peu du mal à tuer le match, et ça s'est encore vu hier. Je pense que, par exemple, Benoît, il aurait joué contre, pas forcément évidemment Federer et Djokovic, mais même contre des Stan Wawrinka ou des joueurs comme ça, je suis pas certain qu'ils s'en seraient sortis. Nishikori, ça montre que il a pas encore le profil d'un vainqueur de Grand Chelem. C'est mon avis. Ouais, est-ce que parce que bon, Nishikori, il a quand même
pas fait une tournée US très bonne. Ok, il gagne Washington, mais après, il fait pas grand-chose. Hein. Bah, il fait quand même demi-finale, quoi. À Montréal. Ouais, il fait demi-finale à Montréal et puis il joue pas à Cincinnati, c'est Ouais. ça, parce qu'il est blessé. Et puis bon, c'est vrai qu'il, ouais, moi je pense que bon, Nishikori n'était pas non plus à 100%. Non, c'est sûr. Il a pas C'est fait certain. un énorme match, mais après je suis d'accord avec Guillaume dans le sens où, dans un tournoi où on attend Nishikori, il est jamais au rendez-vous. Ouais. Là, on l'attendait vraiment dans ce tournoi, au moins qu'il pouvait aller en demi. Et au final, il se fait sortir du premier tour. C'est comme à Roland Garros. Roland Garros, que il se fait sortir par Tsonga, non? Ouais. Ouais, mais justement, au moment où on attend qu'il aille en finale. Ouais, non, je pense que Nishikori est bon quand on l'attend pas. Bon, et est-ce que Benoît, le jour d'après, il joue Bah, qui? c'est ça. La grande question, c'est ça, en fait. C'est qu'avec un profil aussi fantasque et un joueur qui peut faire c'est-à-dire que là, les gens, les gens, je veux dire, mais certains articles que j'ai lus, bon, voilà, dans la presse sportive, même l'équipe et tout ça, évidemment, on a envie de dire, ouais, super Benoît, en plus, il se dégage le tableau, il va peut-être aller en deuxième semaine pour la première fois. Ouais, mais c'est Benoît Paire. Donc, Benoît Paire, ça peut être battre Nishikori et le lendemain, perdre en 3-7 en cassant 4 raquettes contre le 100e mondial. Donc, même si c'est hyper bien pour la confiance et que je lui souhaite d'aller passer un ou deux tours de plus, on peut pas faire de plan. Il a fait un beau match. C'est pas non plus un match énorme parce que Nishikori aussi il a fait un très gros match. Après, demain, il peut faire un mauvais match. On peut pas vraiment faire de plan avec lui. Par contre, ce qui est certain, c'est que justement, mais on en parlera après parce que ça le concerne pas. Joe Tsonga qui arrive sans repère sur dur. Là, j'ai regardé le tableau. Comme il l'a fait une ou deux fois, il peut se retrouver à aller en quart de finale sans quasiment jouer personne. Alors Benoît, il va jouer Ilan. Ilan, ouais. Et je pense qu'après, c'est un peu. Bon, Ilan, c'est complètement à sa portée quand même. Ouais. Et ensuite, Robredo, je pense que ça va être un peu plus compliqué parce que ça risque d'être Robredo, ouais. Donc ou Grotte, hein, parce que ou Robredo, ouais. Bah ouais, le tour Robredo, il adore en plus l'US Open, il est tout le temps en 8e ou en quart, ouais. Ouais, il y a quand même de bonnes chances que ce soit un Robredo. Ok, je vous propose qu'on regarde un peu les matchs qui a eu lieu. On va commencer dans l'ordre. Bon, Djokovic, sans problème. C'est logique. Je crois que juste on s'était dit qu'on faisait le débat là jusqu'à 20h pour orienter sur est-ce que quelqu'un peut gêner Djokovic ou Serena ou vous voulez le faire après? Ah bah, je pensais, ok, ouais, je pense qu'on fera le débat à la fin parce que finalement, c'est la finalité finalement. Ouais, finalement c'est la fin du tournoi, donc on fera le débat à la fin. On va revenir rapidement sur ce qui s'est déjà passé. Donc Djokovic sans souci. Logique. Bon, Heidermeyer qui bat Pospisil. Ça c'est surprenant quand même. Ça c'est Pospisil, ça c'est surprenant. Ça c'est une contre-perf de Pospisil quand même. Ouais, je suis d'accord, surtout que Pospisil, on l'attend aussi à percer un peu un jour et au final, c'est pas grand-chose. Ouais, moi je suis d'accord. J'aurais mis Heidermeyer en outsider. Ok, Gabashvili qui bat Pablo Andujar. Bon, logique. Encore, il a galéré. Ouais, sur cette surface, c'est à peu près normal, ouais. Sepi contre Paul, logique. Logique aussi. Bautista Agut, bon, on en a parlé tout à l'heure, logique. Surprise, la sortie de Janovic, mais bon, qui est un peu sur courant alternatif aussi, donc voilà. J'ai pas vu le match, mais je sais qu'il peut vite sortir du match, Janovic, donc c'est peut-être ce qui s'est passé. Ouais. Un match ouvert, Berankis Souza, donc victoire de Berankis. Bon, ça a été serré en 5-7. Goffin qui passe facilement contre Bolelli, logique. Raonic. Ce serait bien que, ce serait pour Goffin, ça serait quand même pas mal que justement parce que quand on voit qu'il est tête de série numéro 14 et on a l'impression de pas l'avoir vu une seule fois dans un tournoi majeur, c'est fou quoi, parce qu'il est arrivé là, il est arrivé dans le top 40 en gagnant des challengers. Là, il a des petits résultats sur des 250 ou des 500. Bon, quand on est 14e mondial, on doit prétendre à aller chercher une deuxième semaine de Grand Chelem, quoi. Ce serait intéressant d'aller voir. Il va avoir un 8e contre Djoko, normalement. Normalement, ouais, ce serait bien qu'il y arrive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il va y arriver tranquillement, parce que Bautista Agut, c'est un joueur qui joue un peu comme lui, sauf que Goffin a un peu l'avantage un peu partout. Et
Et donc il y arrivera, je pense, assez tranquillement et il va prendre sa petite fessée contre Djokovic comme prévu, quoi. Ouais. Quoique, je suis pas sûr que Goffin il passe Bautista. Oh si. Si. Il est meilleur un peu partout que Bautista Agut. Goffin qui menait quand même 3-0 dans le 3e set Double break. à Cincinnati, double break, Non mais ça, et qui a réussi à perdre 6-3 aussi. c'était contre le frère de Djokovic, hein, tu mentionnes pas, mais Alors on n'a pas dit, mais Djokovic a une doublure, et au Master 1000 c'était la doublure de Djokovic. jusqu'à ce que ça s'embarque mal. Et là, le vrai Djokovic est revenu sur les balles de match contre Gulbis et au changement de côté contre Goffin. Exactement. En tout cas, doublure ou pas, ces tableaux sont toujours aussi dégagés. Ouais. Alors il y a Raonic, blessé, pas blessé, Bourrin. bourrin, pas bourrin, maître du tennis, comme le dit Karl Raonic. Donc Même pas ouais. maître de son tennis déjà. Non mais c'est vrai, moi je fais confiance à Karl, je ne savais pas que Raonic était un fin tacticien, mais je le crois sur parole. Et Évidemment. et alors quoi, Raonic, moi j'y crois pas trop, Raonic, je Ouais. sais pas vous, mais Moi, je pense que Verdasco il peut faire quelque chose au prochain tour là contre Raonic. ouais, moi j'ai l'impression que Raonic il est pas forcément dans la meilleure dynamique du monde. Il a une blessure, elle est où? Elle est au pied, elle est à l'épaule, c'est où son? Non, c'est au pied, c'est où ça? N'importe où, je pense. Là, il est blessé partout, je pense. Au pied, ouais. Au pied, ouais, c'est très chiant les blessures au pied, mais il la traîne depuis hyper longtemps cette blessure au pied en fait. Carlo, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, Nishikori, c'est plus ou moins une blessure au pied, enfin c'est à la cheville, je crois, mais Ouais, mais c'est... Ouais, mais il est blessé partout, Nishikori aussi. Hein. ouais, c'est des espèces de blessures de fatigue, où je pense que les joueurs n'arrivent pas trop à s'en remettre, et puis il y a une mémoire du corps, et dès qu'ils jouent 3 matchs en Grand Chelem, ça revient, quoi. Donc moi j'ai peur que Raonic, il explose dans 2 tours, quoi. Bah, dans 2 tours, c'est contre Nadal, donc... Moi, Bah, déjà, ça t'arrangerait, ça. Ah bah... Déjà, faudrait que Nadal arrive jusque-là, c'est pas joué. Bon, Verdasco qui bat Tomias qui s'est bien battu, quand même, hein. Ouais, franchement, il a fait un match pas mal, Tomias, pour avoir vu quelques bouts. Après, physiquement, c'est compliqué pour Tomias. Un 5-7, il est plus... On voit, il prend 6-1 dans le dernier, mais forcément, un peu plus et on ramenait le déambulateur. Ouais, Tomias. Bon, victoire logique de Mardy Fish. C'est la grande classe. Ah, Mardy Fish, par contre, il fait plaisir. Tomias, c'est quand même la grande classe au niveau Tout à fait. technique et tout. C'est Mais quand c'est- même du très très haut niveau. Hein. Et c'est pour ça qu'il arrive à prendre 2-7 à Verdasco en ayant un physique presque Ouais. en ruine. C'est Bon, parce après, que Verdasco, c'est pas non plus un monstre de régularité. Non, mais Verdasco, j'allais dire, lui, il est pareil, il a 32-33 ans et à mon avis, c'est pas physiquement qui va faire la différence aujourd'hui non plus. Hein. Il a jamais mais ça été reste régulier. un joueur difficile à jouer quand même, Verdasco. C'est pas, on rentre pas sur le terrain contre Verdasco, la fleur au fusil et la clope au bec. Non, quoi. C'est- mais techniquement, c'est pareil. Techniquement, c'est un autre style, mais Verdasco, il peut à peu près tout faire. Hein. Ah ouais. Il peut tout faire et sa spéciale sur balle de break, la deuxième balle qui fait service de ping-pong. C'est vrai que celle-là, il sait la faire aussi, ouais. Bon, Celle-là, c'est Verdasco, qui aime bien sortir à Madrid aussi, hein. un peu, ouais. Mais il aime bien sortir dans tous les tournois. Hein. Ouais, c'est ok, Mardy Fish, logique. Lopez, est-ce que Lopez, il est dedans, non, Lopez, hein? Moi, je le sens dedans, Lopez, là. Je le sens, je vais pas dire qu'il va aller en demi-finale comme Gilles Simon, mais est-ce que c'est pas Lopez qui va encore sortir Nadal, là? Vu le taux de réussite de Maître Lévy sur ses pronostics, je pronostique Fish en 4-7 pour le prochain tour. Franchement, ça m'étonnerait pas que Fish il gagne, Ouais. il gagne Lopez. Surtout qu'il a un hit-to-hit positif. Bon, même si c'est plus le Fish de l'époque, mais devant son public, pourquoi pas. Non, mais parce que Lopez, c'est un joueur qui joue très lentement, Ah oui. très posé, mais très lentement, et ça peut convenir à Fish et à son physique un peu. Ouais, donc Lopez, En vous, tout cas- Lopez, vous y croyez pas trop, quoi. Moi, j'y crois Non. et je me dis que si Nadal va en 8e, quand vous regardez les 4 adversaires potentiels, honnêtement, Raonic, bon, si Raonic il va en 8e, ça veut dire qu'il est en jambes.
Sur dur, je vois pas Nadal le battre. Actuellement, hein. Feliciano Lopez non plus. Et même si c'était Verdasco, ça voudrait dire qu'il aurait battu Raonic et éventuellement Lopez, donc en forme. Je le vois bien, lui qui est en plus contre Nadal, il a une grosse rivalité. À mon avis, Nadal il perdra en huitième. Et un quatrième homme, Fabio. Surprenant. Je disais tout à l'heure à qui a quand même battu Steve Johnson, hein, un Américain qui joue bien. Non mais Steve Johnson, c'est un joueur de Master, d'ATP 250, d'ATP 500. Ouais. C'est un joueur qui sur du au meilleur des 5 manches. Je pense que c'est pas du tout son registre. C'est un joueur qui donne tout jusqu'à essoufflement. C'est un peu le style américain en ce moment d'ailleurs. Et en 3-7 gagnants, pour moi, Steve Johnson, c'est encore un peu faiblard. Bon, c'est pour ça que j'ai la disphonie. Pablo Cuevas, c'est logique, même si ça va pas aller loin, parce que c'est pas vraiment sa surface, le dur. Schwartzmann, il meurt. C'était quand même un tour, intéressant. Un tour assez faible, quoi. Bon, donc Schwartzmann passe facilement. Il va jouer Nadal. Enfin, Schwartzmann est capable de bien jouer au tennis, quand même. Il est capable. Je le vois pas vraiment inquiéter Nadal, ceci dit. Ouais, moi non plus. Revers à une main. Non, deux mains. Il a deux mains. Il joue. Il est tout petit et il joue en prise de balle très tôt, en essayant de taper avec le plus d'angle possible. Et il a joué un très beau match contre mon fils avant. Roland Garros, c'était bon. Ouais, et puis il est libre dans sa tête, hein, Diego Schwartzmann. Hein. Moi, je dis que Nadal peut s'inquiéter lui-même contre Schwartzmann. S'il joue la diagonale sur le revers de Schwartzmann, qui est son meilleur coup, il peut se faire du mal. Ok, on verra. Alors Nadal qui bat Coric, bon, on en a un peu parlé. Moi, j'ai vu que Nadal m'a paru bon, mais apparemment, il a quand même craqué un peu quand il fallait pas, quoi. Ouais, comme d'habitude. Normalement, le match, il le gagne en 3-7, mais... Il a l'habitude maintenant, Nadal, de craquer en fin de set. La double faute sur point important, lui aussi, ça devient sa spéciale. Donc, comme quoi, il y a une vraie inspiration de Verdasco pour Nadal. Après, franchement, ce que j'ai vu sur les vidéos, ça m'a paru pas mal, quoi. Quand tu regardes les points highlight, moi je l'ai trouvé même hyper fort. Ouais. Il y a des séquences, il a fait des passings, des séquences. J'ai peut-être pas vu tout le déchet à côté aussi. Il y a peut-être pas mal de déchets. 15 secondes, Maître Lévy, non, c'est pas ça. Non, c'était quand même. C'était quand même 10 minutes, hein. C'était quand même 10 minutes. Ouais, hein. ouais. Après, ça veut dire qu'il a quand même fait 10 minutes de beaux points, c'est quand même déjà bien, quoi. Après, voilà, je suis sûr, tu regardes les highlights de Nishikori Nadal, tu dois te dire aussi Nadal, il joue trop bien, mais. Bon, quand même 2 et 3. Bon, Nadal doit pas perdre un set contre Coric au premier tour de Grand Chelem, on est d'accord. Ouais. Bon, après, c'était quand même un adversaire dangereux, quoi, pour un premier tour. Ouais, c'est sûr. Bon. Ok, on le verra contre Diego Schwartzmann et puis on verra. Ok, donc Benoît Paire, on en a parlé. Ilan Stepanek, on va pas revenir dessus. Je pense que Stepanek, il est en fin de vie. Et ben voilà, on l'attendait Dolgopolov. Et ben donc, il perd au premier tour contre l'Australien qui joue dans Game of Thrones, Sam Bott, qui sert à... Ah oui, il a abandonné Dolgopolov. Ouais, c'est ça, donc je sais pas quel problème il a eu, mais... il a tout donné contre Djokovic à Cincinnati. Il a tout donné dans le tie-break. Ou alors il avait la flemme, c'est possible aussi. Il s'est dit c'est un trop gros tournoi donc je le joue pas. Il avait la flemme de jouer 3-7. Donc Dolgopolov, l'emmerdeur qui n'existe plus. Tommy Robredo qui joue souvent bien ici, c'est vrai, qui passe facilement, logique. Tsonga qui passe facilement, assez logique. Granollers, c'est assez logique aussi. Ouais. Stakowski, c'est logique aussi. Il n'y a pas de surprise, sauf Gaël, mais bon, Gaël, voilà. Silic, logique. Gaël, il pète un câble, non? Enfin, il a abandonné. Il est blessé. Il a mal au dos. Je voudrais dire d'ailleurs, une fois de plus, je vais en placer une petite contre mon ami ennemi Guy Forget. Parce que hier, ils ont été encore superbes quand ils ont pris l'antenne sur Eurosport. Il y avait à peu près, 4-2 ou 5-2 pour mon fils. Et là, Guy Forget a dit, oui, j'ai vu ce matin Gaël.
non, vous inquiétez pas, il est super bien. J'ai parlé avec lui. Ça y est, il a fait passer la pilule de Yann de Witt. Là, je le sens aller faire quelque chose et tout, etc. Donc pendant 10 minutes. Et évidemment, 3/4 d'heure après, il commençait à comprendre que l'autre était en train de faire n'importe quoi. Et il commençait à dire, ah oui, non, mais là, c'est dommage, il a un problème physique sûrement parce qu'il était tellement, enfin voilà. Donc juste pour dire une fois de plus que ces anciens grands joueurs qui ne sentent rien au tennis et qui font consultant depuis des années en donnant aucune information intéressante, c'est quand même hallucinant. Mais ça c'est la spéciale, c'est l'analyse sur le moment, c'est un peu pour combler les vides. Ça me choque pas, c'est un peu la méthode Coué pour pas dire que tout va mal. Peut-être que Gaël lui a rien dit, mais bon, Gaël on le connaît, hein, il peut s'inventer une blessure au dos tout seul, sans forcément simuler, il peut avoir mal tout seul. Je pense que Gaël, c'est pas que physique. Là, le problème, il est beaucoup plus complexe. Je sais pas si c'est une démotivation générale. On sait qu'il a déjà fait des petits coups de déprime, hein, où il en a marre du tennis, où il voit pas trop pourquoi il est là. Bon, voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est ça qu'une blessure. Donc, moi je partage un peu l'avis de Karl sur Gaël. J'ai pas envie d'épiloguer sur Gaël. Quand il joue bien, bah tant mieux. Et puis quand il joue pas bien, bah tant pis. Gaël Monfils, ça reste un joueur sur lequel on s'extasie, qui peut lever les foules comme peu ne le font. Et puis ça fait plaisir d'avoir ce genre de showman. Si on avait que des joueurs sérieux sur le circuit, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. C'est vrai que Kyrgios et Kokinakis, ils mettent aussi un peu d'ambiance. Hein. Bah oui, c'est la sauce australienne un peu. D'ailleurs, Kokinakis dans le bon sens, mais. Bon, du coup, Gaël, je pense qu'on peut pas trop rentrer plus dans le détail. Hein. Moi, je pense que je pense qu'il est pas dans des très bonnes dispositions et que le problème est global. Bon, Silic, victoire logique. Bon, Silic, c'est quoi un bon résultat pour Silic? Un quart? Quart, voire demi. Bah, ça va être un 3e tour parce qu'il joue Dimitrov qui revient en forme, donc ça va être son bon résultat. C'est deux joueurs qui ont fait 6 mauvais mois et qui étaient attendus cette année, qui vont jouer au 3e tour. Effectivement, le perdant, il va avoir une fin de saison. Il va avoir une fin de saison compliquée. Mais par contre, le vainqueur, il peut se relancer un petit peu, parce que derrière, en plus, ça devrait jouer Ferrer, qui lui est un peu peut-être sur la. Ferrer, il y arrivera pas. Il y arrivera pas. Je pense qu'il va perdre contre Chardy ou. Ouais, Ferrer, il va avoir du mal. Là, il est encore 7e mondial, mais j'ai l'impression que ça peut s'écrouler dans les mois qui viennent. Là, Ferrer, il a perdu un set contre quand même Albot. Non, Ferrer, il est Ferrer, ça baisse progressivement et là, en plus, c'est pas sa surface. Moi, je pense qu'il est un peu sur la fin, Ferrer quand même. Bon, s'il arrive à faire sa blessure, ça sent la retraite. Hein. Non, on n'espère pas parce qu'on aime tous ce joueur, mais il va être intéressant. Il a quand même. Tu regardes les stats de sa saison, il en est à 39 victoires, 9 défaites, c'est pas trop mal non plus, hein. C'est pas top, mais enfin. Ah bah ça reste El Porco. Voilà, c'est mieux que n'importe quel Français, quoi. Non, mais Ferrer c'est solide. Après l'US Open, je crois que c'est pas là où il joue le mieux. On est en fin d'année, il est fatigué. Bon, moi je le sens pas trop sur ce tournoi, donc. Tout à fait. Non mais après cette partie du tableau elle est ouverte et on en parlait, un Tsonga qui joue bien, il peut faire pour elle en demi, un père qui joue bien pour elle en 2e semaine, donc c'est vraiment une partie de tableau ouverte et c'est pas mal pour les Français parce que c'est là où est concentrée certainement la meilleure chance d'aller loin. C'est surtout pas mal pour Djokovic. Il faut qu'on se dépêche parce que il reste 4 minutes. Bon alors Chardy passe, c'est logique, Klizan c'est logique. Non sans mal, hein, Chardy qui perd un set quand même. Ouais, Ferrer qui a eu du mal. Et puis bah on arrive au match qu'on peut encore. Il y a eu des matchs aujourd'hui déjà. Alors est-ce qu'il y en a eu des. Alors oui, il y a eu Melzer qui est passé face à Kudla, Karlovic qui est passé face à Delbonis sans souci, et Vesely qui a battu Lorenzi. Et il y a Gilles Simon qui galère en ce moment contre Yang. Après avoir gagné les deux premiers sets, il va sûrement jouer un 5e là. Alors John Isner mène 2-7-0 face à Jaziri. Berdych a quasiment gagné le match. Ça joue. Tu vas jouer un 5e.
Giraldo, alors il y a Gasquet, il y a Gasquet qui s'est pris 6-4 par Il a double break dans le deuxième. Ouais, donc il va égaliser à 1-7 partout. C'est serré entre Kohlschreiber et Zverev. Je pense qu'il peut y avoir un match entre Kohlschreiber et Zverev. Bellucci, C'est pas pour déplaire à Roger, ça. tout à fait. Youzny qui se lance un peu dans un marathon contre Smith. Il aime bien ça. Et Gulbis, ça vient de commencer. Paul-Henri Mathieu qui est dans un 5e set face à Nishioka. À noter le 3e set qui gagne héroïquement. Il perd 6-3 dans le tie-break, service à suivre pour Nishioka. Et il sauve de manière admirable pour au final gagner le tie-break 8-6 ou 9-7, je sais plus. Mais là, franchement, une belle fin de set de PHM qui on l'espère va gagner ce 5e pour un petit peu faire honneur à l'homme qu'il est, le très bel homme, le très bon homme qu'il est. On aimerait d'autant plus qu'il a dû jouer les qualifs PHM, qu'il a gagné déjà 3 matchs. Et ça c'est pas normal. On en parlait. Et que donc moi aussi j'aimerais bien que PHM aille au 2e tour, ça va lui faire 45 points je crois. Un petit match contre Murray, ça serait sympa quoi. Et et puis c'est pas négligeable, 50 points. Dans une partie du tableau où tout se tient en 20 points, ouais. Non, c'est clair. C'est une demi-finale en ATP 250, donc c'est pas mal. Voilà, il y a Dustin Brand qui est sur le point de rendre les armes contre Robin Haase. Alors qu'il menait 2-7-0 quand même. Alors qu'il menait 2-7-0. Et Gilles Simon qui va se faire embarquer dans un 5e set. Contre Donald Yang, mais c'est pas un adversaire facile, hein, Donald Yang, à l'US Open. Hein. On se rappelle d'un 8e de finale où il avait battu Sheila. Donc c'était, oh là là, ça me rajeunit pas. Ça devait être en 2010 ou en 2009 où il bat Sheila. Enzo, grand espoir et il perd en 3-7 contre Murray derrière. Tu as quel âge, Enzo? J'ai 15 ans. Ah oui, mais ça va, t'es encore jeune. C'est ce que je me disais. T'as pas encore le droit d'utiliser les expressions, ça me rajeunit pas. Quand je parlais je comprends qu'Enzo n'ait pas réagi quand je lui parlais de la comparaison entre la carrière de Tsonga et la carrière de Cédric Pioline, effectivement. Ouais. Ah mais non, mais je connais un peu la carrière de Cédric Pioline, hein. Les 2 finales contre Sampras, si je ne m'abuse. Ouais. Non, de Grand Chelem, ouais. Moi, je vais vous parler de Rod Laver. Hein. Les gars, c'est le. Il est à 2 doigts de Lacoste. Il est 20h, comme ça, après, on passe très vite aux filles et puis on finit sur le débat. Allez. Radio One, il est 20h. Et à la une de l'actualité ce soir, la météo et les violents orages qui ont sévi la nuit dernière dans le sud-ouest ont fait 2 morts et au moins 12 blessés. Ils ont aussi provoqué des millions d'euros de dégâts. Au total, 38 000 foyers restent privés d'électricité en Midi-Pyrénées, dont 35 000 pour le seul département du Tarn-et-Garonne. Comme 12 millions de leurs camarades, les élèves français ont retrouvé leurs trousses et leurs cahiers ce matin. Une rentrée 2015 marquée par des nouveautés d'ores et déjà appliquées, mais aussi à venir. La gare de Budapest a été évacuée puis rouverte aux seules personnes disposant de papiers et de titres de transport. En Allemagne, 2200 migrants et réfugiés ont rejoint la Bavière en 24 heures, un record. Enfin, Anthony Martial arrivera bien à Manchester United cette semaine pour un montant record de 80 millions d'euros, le mercato qui vient de se terminer au Royaume-Uni. Merci Jusqu'à beaucoup 20h30, pour ces informations. Tennis Talk en direct. On va reprendre tout de suite Tennis Talk. On était sur l'US Open, on passe sans transition au tournoi féminin. Je vous propose que pour le tournoi féminin, on parle que des surprises. Plutôt. Donc on va commencer avec la première surprise qui est pour moi l'élimination de Sloane Stephens. Quelqu'un a regardé le match? Quelqu'un a vu ce qui s'était passé? Ah non, Sloane Stephens, ça fait longtemps que malheureusement c'est plus une joueuse qui enfin, c'était un grand espoir et c'est malheureusement plus une joueuse qui est considérée maintenant comme à regarder dans un tournoi. C'est bien dommage d'ailleurs. Ouais, Sloane Stephens qui sort un peu de sa concentration, qui a délaissé l'entraînement, qui s'y remet de temps en temps, qui s'est fait un peu aveugler par la vague de succès qu'elle a connue aux États-Unis.
Et donc, c'est très décevant d'avoir perdu au premier tour ici contre une adversaire qui est quand même largement à sa portée. Van de Weg. Donc voilà, ok, on va passer. Donc ça passe pour Agnieszka Radwanska, mais par contre ça passe pas pour sa sœur Ursula, qui était quand même, je pense, favorite face à Linette. Donc Je connaissais pas Linette, donc ouais, je suis assez surpris. On aurait bien aimé avoir un derby de Radwanska un petit peu. ouais, ça aurait été sympa. Ça aurait été ouais. rigolo pour les pauvres commentateurs. Mais... Belinda Bencic qui confirme sans problème. Venus Williams qui passe, voilà, faut le dire. Et l'autre grosse surprise, ça passe aussi. Ça Il y a passe pour la- Tadjishvili qui sort Pliskova quand même. Ah oui, Ça c'est une grosse surprise. Ça c'est ça c'est une très grosse surprise, ouais. Alors j'ai pas vu le match. Je pense que c'est Pliskova qui a dû sortir, qui a quand même une joueuse très C'est une irrégulière. fessée quand même. Ouais, tout à fait. Ça passe pour Mladenovic, on est content. Malgré une saute d'attention à 5-4, 40-0 dans le dernier set où elle enchaîne les points catastrophiques avant de se reprendre à 5-5 où elle rebreak et elle confirme. C'est un peu ça spécial, ça aussi. C'est un peu sa spéciale à Mladenovic, on est d'accord. Attends qu'on est en train de parler de spécial. Bon, Suarez Navarro quand même qui est plus que décevante en cette fin d'année. Bah, on a arrêté la terre battue de toute façon. Ouais, on a arrêté la terre là-dessus. Ça passe pour Bouchard, on est quand même content. Grosse déception pour Jankovic, je pense qui est régulière mais qui pourrait faire mieux. Et puis elle avait un tour difficile mais aussi une mini surprise, même si Sibulkova est une grande joueuse, c'est la défaite d'Anna Ivanovic. Oui, oui, mais c'est surtout dommage qu'elle ait à jouer Sibulkova, qui est quand même une très très bonne joueuse, qui a déjà été dans le top 10, si je ne m'abuse, qui a déjà été dans le top 10 et qui, même cette année, et qui est jamais un cadeau en Grand Chelem, surtout pour un premier tour, le temps de se mettre en route, c'est déjà trop tard, quoi. C'est dommage pour Ivanovic, qui avait un tableau relativement ouvert derrière, quasiment jusqu'en quart de finale. Bon, alors ça passe pour Simona Alep. Quelqu'un veut commenter la défaite surprise de Safarova? On en a un peu parlé quand même avec New Haven. Est-ce qu'elle a trop joué? Ouais. Moi, je le mettrais Peut-être. sur ce compte-là, ouais, clairement. Après, elle est pas super régulière, quoi. Ah oui, c'est le reproche qu'on fait à chaque fois à Safarova, c'est son manque de régularité. Elle nous a fait un Roland-Garros magnifique. Elle a peiné à confirmer depuis. Et là, elle a essayé d'engranger de la confiance. Elle va en finale à New Haven et ressort le contre-coup à l'US Open. C'est vraiment une saison en dents de scie, mais quand même une très très belle saison pour Safarova. Grosse déception aussi pour Basinski. Déception, oui et non, vu que quand on voit ses derniers résultats sur Ces dernières, ouais. elle a tout perdu. Ses dernières performances sont pas top non plus. Ça a l'air d'être plus une joueuse de terre battue aussi, avec beaucoup de variations de longueur, d'effets aussi. Donc ça a l'air d'être une joueuse de terre battue, Okay. un peu comme Suarez Navarro, et c'est d'ailleurs étonnant pour les Suisses. Hein. Bon, sinon, en ce moment, on a Camilla Giorgi qui a pris une bonne option dans le premier set. Karl, si tu nous écoutes. Karl, tu seras content. Et on a un match serré où je pense que Vesnina était favori face à Robson, qui est en train de perdre un peu pied. Et ça a l'air d'être une promenade de santé pour Caroline Wozniacki. Ouais. Voilà. Bon, alors on a C'est été plaisir pour Wozniacki. Ouais. Ah bah ouais, il y a Karl qui nous dit que Une petite dédicace. voilà, donc Camilla qui, moi je la vois bien gagner le tournoi à Camilla. Hein. Arrêtez, il va s'enflammer, il va plus jamais revenir si on dit des choses comme ça. Est-ce que sans transition, est-ce que c'est pas Camilla qui peut finalement stopper Serena dans bon, on va passer au débat, on va Ça peut continuer être Bouchard aussi tant qu'on y est. Allez, on va continuer chez les femmes du coup et qui peut arrêter Serena Williams? Bah c'est facile, c'est Serena Williams. Ouais, c'est elle-même. Moi, pour moi, peu importe qui elle a sur sa route, c'est un combat contre elle-même qu'elle va faire là. Elle a 7 matchs, elle doit se battre contre elle-même pour décrocher ce Grand Chelem Calendar. Bon, elle joue ce soir en Ice Session, c'est la star.
Elle joue même après Murray Elle a joué hier. Kyrgios. Ouais, Elle a joué elle hier. a joué hier. Hein. Elle a C'est gagné par- Vitova qui joue aujourd'hui, non? Ah oui, elle a gagné hier. Elle a C'est une abandonné. allemande. Ouais. Et bon, elle a pas la grippe, a priori non. De toute façon, Même avec la grippe. même Oh, ça va. Ça va nous épargner des scènes insoutenables de douleur incroyables. Est-ce qu'elle va pas ressentir une certaine petite pression de devoir faire le grand Chelem Calendar chez elle à New York, où il doit y avoir là tous les médias qui sont fous, qui doivent lui en parler à chaque fin de match, et voilà. Est-ce que ça va pas trotter dans la petite tête de Serena? Franchement, c'est possible. C'est pour ça qu'elle va se battre contre elle-même. Mais bon, si elle passe la première semaine, je pense qu'elle sera suffisamment en confiance pour aller décrocher le titre. Donc, surtout qu'en face, c'est toujours pareil, hein, elle est quand même très au-dessus des autres joueuses. Je pense que si elle arrive en deuxième semaine, la même chose, je pense que elle sera difficilement. Il faut pas oublier quand même qu'elle a eu quand même des problèmes de santé, des problèmes physiques pendant sa carrière. Là, avec le stress, avec la pression, bon, elle a quand même 34 ans. 7 matchs, c'est long. C'est plutôt le coup de moins bien physique qui pourrait être fatal, quoi, où elle se retrouverait dans un match et là vraiment elle a un problème physique. Sinon, je pense que mentalement, en plus bon, avec Mouratoglou, ils ont quand même leur relation particulière, donc je crois pas qu'elle va faillir mentalement. Et puis surtout en face d'elle, il y a même pas Sharapova, et puis il y a plus personne, quoi. On est dans une époque où elle domine beaucoup plus qu'elle a pu dominer même dans ses jeunes années. Donc, Surtout qu'après, il y a la question de l'habitude aussi, où elle est invaincue depuis 2011 à l'US Open, quoi. ouais. Puis surtout qu'on sait que Serena Williams, elle peut être menée 6-2, 5-1 et gagner le match, quoi. Elle sort la toux grippe et elle revient en enchaînant 12 jeux. Non, et puis qui peut vraiment, quand on regarde le tableau, quelle est là où les joueuses qui peuvent vraiment lui poser des problèmes? Moi, j'en vois très peu. Hein. Il y a Ben Non, Sitt. parce que mais Bencic, elle a pas assez de puissance pour la. Non, pas à l'US Open. Et, est-ce que C'est un peu comme quand Hingis essayait de battre Serena Williams, si tu veux. Bon, elle y arrivait pas, quoi. Est-ce que pour taper Williams, il faut pas justement savoir varier effet, longueur de balle, jouer des petites balles un petit peu courtes, un peu. C'était le jeu de Martina Hingis, jouer les lignes, jouer les C'est effets. C'est une autre époque, mais n'empêche qu'elle a plus ou moins arrêté sa carrière quand Serena et Vénus sont arrivées, parce qu'elle avait pas la puissance nécessaire pour jouer contre elle, quoi, tout simplement. Donc moi je pense que Serena elle est inquiétée par des joueuses qui ont une grosse frappe, tu vois, comme une Azarenka qui jouerait bien, comme Mladenovic, Radwanska éventuellement. comme une Sharapova qui joue bien aussi, même si elle a jamais perdu contre elle, ou très peu. On va rigoler, mais peut-être, enfin, elles sont même pas dans la même partie de tableau, mais Bouchard. Ouais, une joueuse comme Bouchard qui rentre tout, elle peut faire mal à Serena. Aujourd'hui, je pense qu'une joueur comme Bencic, elle est trop tendre pour l'inquiéter. Après, elle reste sur une victoire contre elle, donc. Ouais, après c'est Serena contre elle-même, c'est-à-dire voilà, si elle fait un mauvais match. Mais Serena est capable de donner 12 jeux aussi dans un match. Hein. Ouais, c'est là où la donne est compliquée. Donc on est tous d'accord pour dire que Serena joue contre elle-même, et puis. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais en fait là on pourrait peut-être faire un tour de table pour savoir qui ne la donne pas vainqueur du tournoi. Mais bonne idée, allez-y. Moi je la vois vraiment pas gagner le tournoi, je sais pas. Je la vois vraiment craquer, parce que même si mentalement elle est forte, etc. Je la vois craquer parce que la pression est très 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 forte. Et on sait que parfois c'est sur un fil quand même avec elle. Moi, contrairement évidemment, ça casse quand même. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Moi, je la vois bien gagner le tournoi.
contrairement à Djokovic, on en reparlera tout à l'heure, mais Serena, ouais, je la vois bien gagner le tournoi. Ouais, moi je la vois gagner, et définitivement entrer dans l'histoire et même aller au-delà de ce qu'ont fait d'autres joueuses avant elle. Et puis elle a besoin de faire le grand chelem pour prouver qu'elle est l'égale de Graf, de Navratilova, etc. Elle a besoin de le faire et je pense qu'elle va le faire. Ok, moi aussi je la vois gagner le tournoi, même si ça va peut-être pas être si simple que ça, et que elle va se battre un peu contre elle, et elle va peut-être s'énerver et tout ça. Elle va peut-être avoir des matchs épiques où elle va revenir de situations désespérées. Mais Et rappelons juste, pardon de t'interrompre, juste une donnée qui est quand même extraordinaire, c'est que si elle gagne cette année, on est en 2015 et elle a gagné l'US Open la première fois en 1999. C'est juste mais c'est même extraordinaire quoi. ouais, Gagner un grand chelem, un tournoi du grand chelem dans un sport qui est aussi exigeant que le tennis à 16 ans d'intervalle et puis c'est pas un hold-up quoi, ce serait totalement mérité, ce serait juste extraordinaire quoi. ouais, et puis surtout que elle est sur 4 victoires d'affilée, elle aura enchaîné 5 grands chelems quoi. Ouais, mais moi je suis plus, je vais vraiment vous dire, la statistique de gagner le même grand chelem 16 ans après m'impressionne davantage que de gagner les 4 grands chelems dans la saison. Non, mais c'est clair. Ok. Bon, il reste un quart d'heure, on va passer à Djokovic. Alors, est-ce qu'on a un nouveau Djokovic? Ou est-ce qui joue au tennis cette semaine? Est-ce le frère de Djokovic? Ou est-ce le Djokovic des grands jours? C'est peut-être son fils. Alors, Djokovic qui va avoir un match à jouer, de toute façon. La finale. Donc, en gros, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va gagner la finale. Moi, franchement, je le vois pas gagner l'US Open. Donc, tu ne vois pas gagner la finale. Non. Alors, tu le vois perdre contre qui? Murray, Federer? Murray, je pense. Murray ou Wawrinka Contre Murray. Alors, on va faire les possibilités. Dans le cas d'une finale, Djoko-Murray, vous voyez Murray gagner. Ouais. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ouais. Je le sens bien, Murray. Dans le cas dans une finale Djokovic contre Murray? Ouais. Allez, oui, je dirais oui. Parce que ça voudrait dire qu'il aurait battu Federer, du coup. Ouais. Ok. Contre Wawrinka. Allez. Contre Wawrinka, ouais, j'ai Wawrinka. Ah, si Wawrinka il est encore en finale, ouais. Surtout que le mec, il aura quand même sorti Murray, Federer. Ouais. Mais ça serait énorme, ça voudrait dire qu'il gagne 3 grands chelems différents, il fait presque les 4 grands chelems juste en 3 tournois. Il passerait quand même devant Murray. Hein. En 2 ans, le mec, il passe devant Murray, normal. Ouais. Et 8 aussi. Ouais, ça serait assez hallucinant. Il choisit ses tournois, Murray. Parce qu'il a jamais gagné de Master 1000. Ah si, Monte Carlo, mais c'est tout, non? Ouais, c'est tout. Ouais. Il a fait qu'une demi-finale de Masters, je crois, en se faisant détruire contre Djokovic, si je ne... Non, il a fait une demi-finale l'année dernière contre Federer. Ouais, il y a plusieurs balles de match et tout. Ouais. Celle-là, je l'avais oublié. Bon, et dans le cas d'un Djoko-Federer? Je dirais Djokovic. Ouais, malheureusement, c'est la finale qui semble la plus logique, mais là, le problème, c'est que Federer, en finale contre Djokovic, pour moi, il a aucune chance. Parce que on connaît maintenant le Grand Chelem, les limites de Federer face à Djokovic, c'est que Djokovic se met en mode mur à tout ramener. Et au final, il finit par craquer. Ouais, ok. Donc Federer aurait battu Murray, mais perdrait contre Djokovic. Comme à Wimbledon. Ouais, voilà, ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent attendre la finale?
On pourrait dire Berdych pour rigoler, mais comme ça voudrait dire que la liste en face est sur Alors Berdych, il doit sortir Federer, Non, puis Berdych, Murray. il va surtout pas contre Gasquet. Donc Berdych doit battre Gasquet, Federer et Murray. Donc Gasquet, il doit jouer. Oui, non, il est censé jouer Federer en finale. Gasquet est censé Gasquet joue jouer. Federer en quart. il Il joue joue Federer en quart. S'il gagne Berdych. Ah, il joue Berdych avant, d'accord. Ouais. C'est Au possible, final, c'est possible qu'on ait un Federer-Gasquet en quart de finale. Au final, le quart de Federer est son match le plus simple. Après, il aime pas jouer Berdych, Federer. Berdych, il l'aime pas trop. Hein. Ouais, il l'aime pas trop, mais bon, ça fait 2-3 fois qu'il joue. Berdych, il met pas un seul set contre Federer. Ouais. Oui, et puis je pense que là, Berdych, cette année, il a clairement montré ses limites. Hein. Berdych, c'est comme d'hab. Il joue les 3 premiers mois de l'année, après, il part en vacances. Ouais. Donc pour vous, en fait, Djokovic gagne le tournoi que si Federer est en finale. C'est ça. Et je dirais, oui, et dans l'autre sens, Federer gagne le tournoi si Djokovic est pas en finale. C'est paradoxal. Ouais, alors le problème, c'est que Djokovic, il a personne à jouer avant la finale. Ah, exactement, et il a même plus Nishikori en plus. C'est là où on voit l'importance du tirage quand même, parce que s'il y avait eu un Murray Djokovic en demi-finale, ça faisait quand même les affaires de Federer. Ou un Wawrinka Djokovic en quart, et oui. Parce que quand on voit les matchs entre Murray et Djokovic en 5-7, tu peux te dire que si Murray gagne en 5-7, Federer peut le cueillir en finale. Exactement. Non, mais ça fait 4 tournois que Djokovic, il a des tableaux en moins. Ouais, et puis surtout, c'est à Wimbledon, c'est à l'US Open, donc c'est 2 gros tournois. C'est à Cincinnati, c'est à Montréal, donc ça fait 4 gros tournois qu'il a des tournois en bois, quoi. Est-ce que quelqu'un... Au final, tu remarqueras que sur les 4 tournois, il en gagne qu'un seul pour l'instant. Ouais. Bah, c'est la réflexion qu'on s'est posée. Finalement, on a dit Djokovic, super, il a gagné Wimbledon. La finale perdue contre Wawrinka lui a pas fait de mal. Moi, je trouve que depuis Roland Garros, il a jamais vraiment retrouvé son niveau de début d'année, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En revanche, si moi je trouve qu'il y a un joueur qui aurait pu l'embêter là, Djokovic dans le tableau, mais malheureusement qui est pas revenu à son niveau. Non, moi j'aurais plutôt vu Raonic en fait, mais là pas actuellement. Mais sinon, je pense que jouer en quart, il aurait pu être un peu gêné parce que l'autre, il lui rentre dedans quand même. Et Djokovic, les seuls joueurs contre qui il peut justement, la Federer qui le bat à Cincinnati, c'est parce qu'il le harcèle du début à la fin. Wawrinka, c'est pareil, il le laisse pas se placer. Bon, alors Raonic, s'il est à 85% de première balle, Djokovic, c'est le genre de joueur qu'il aime pas. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, Raonic, quand il joue très très bien, tout le monde est inquiété. Ouais, mais Federer, il est pas inquiété par ce genre de joueur. Bah, il perd à Bercy. Non, mais ça, c'est une exception. Il le détruit à chaque fois. Au niveau des anciens affrontements, Federer a plus été inquiété par Raonic que l'a été Djokovic. Non, mais Djokovic, il est plus inquiété par les gens qui ne savent que servir. Federer, Anderson, Karlovic, il est très inquiété par Karlovic. Ouais, comme Nadal d'ailleurs. Federer est peu inquiété par les gros serveurs, c'est vrai. Jamais. Parce qu'il a un coup d'œil. Il a un coup d'œil au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire surtout que je pense pas. C'est que Federer, la différence, c'est qu'il est tellement fort au service que contre les gros serveurs, il est toujours meilleur qu'eux quand même. Et surtout, ces serveurs-là sont moyens au retour et ils ont aucune chance de le breaker. Alors que Djokovic, il est breakable. Nadal, évidemment, qu'il est breakable par Karlovic, par ces gens-là. Karlovic, il a aucune chance de breaker Federer. C'est impossible. Ouais, et puis Federer, il a ce fameux retour de revers slicé, bizarre, qui gêne un peu les grands où ils doivent se baisser. Aussi, le mi-bloqué, mi-slicé, très court, là, ouais. Ouais, c'est vrai. Qui marche à Del Potro aussi. Qui marche très bien contre les Del Potro, contre les Isner, contre Berdych aussi. Voilà. Donc, c'est ce qui explique que, effectivement, Federer est moins gêné par ce type de joueur. Ok, donc du coup, vous voyez Murray favori alors. Moi, je dirais Murray favori. Donc Murray devrait... Ça va être dur Murray Federer quand même, parce que Federer il reste sur 17-0 face à Murray. Mais je sais pas, je le sens bien là, Murray. Moi je pense que ça va être Federer Djokovic en finale, mais
bon, donc Djokovic gagnerait parce que tout simplement, comme on a dit, Djokovic il a un tableau, tu vois, mais c'est pas Tsonga qui va le gêner en demi, quoi. Enfin, voilà. Et sinon, vous en pensez quoi s'il y a un Djokovic-Nadal en quart? Boucherie. ça Là, va être je moche à pense- voir. Là, je pense que ça peut être effectivement une humiliation. C'est une boucherie. Après, je me dis, Nadal, il aurait quand même gagné 4 matchs, Oui. ce qui serait pas arrivé depuis belle lurette. Mais je pense que contre Raonic ou contre Lopez, il passera pas Nadal. Moi, je pense que s'il y a un Nadal Djokovic, il prendra 2-3-3, quoi. Non mais Guillaume, où je suis pas d'accord avec toi, c'est que en grand chelem, Feliciano Lopez n'arrive pas à inquiéter Nadal. Parce qu'il a un jeu qui, sur la longueur, l'épuise. Oui, c'est vrai. Il ne fait que défendre contre Nadal, et sur la longueur, ça l'épuise de faire des fitness. Parce que même à Cincinnati, si c'était en 3-7 gagnant, je suis pas sûr que Lopez il serait passé. Hein. Non. Non. Il serait sorti en 5-7, je pense. Parce que Mais je pense que Raonic, moi je pense justement que Raonic contre Lopez, Raonic il devrait passer contre Lopez et que à mon avis Nadal contre Raonic, il peut perdre sèchement aussi. Comme il a perdu contre Verdic. Nadal va d'assaut en huitième. Non mais après il faut pas sous-estimer Fish, qui est très très bon en ce moment, Ouais. qui a inquiété Murray, pas oublié. Et donc du coup ça peut être très intéressant de le voir. C'est pour ça que moi je verrais bien Verdasco en 8ème. Verdasco, ça me semble compliqué. Et Isner, il a un tableau pour aller quelque part ou pas? Il joue Federer en 8ème. Et puis il joue Karlovic, non? Ouais, il joue Karlovic et puis Federer. Oula, Isner, Karlovic, Dommage que ce soit US Open. Isner Karlovic, je le regarderai pas. Non, Non, mais moi non dommage que ce soit l'US Open, ça aurait pu donner un match absolument épique. D'ailleurs, Isner Karlovic, je me tape à parier 7-6, 6-7, 6-7, 7-6. Et heureusement, à l'US Open, le 5ème set se joue sur tie-break. Du coup, Non, c'est dommage. Bah non, heureusement, parce que il faut nous libérer à la fin du match, quand même. Oh non, ça peut être génial ce match. En tout Il y cas, avait live, il y avait une année je me souviens d'un US Open il y a 15 ans, il y avait eu un Krajicek contre Ivanisevic et c'était avant de créer le jeu décisif au 5e set. Et je crois qu'ils avaient terminé à 16-14 en tout ça avec 4. bah, en tout cas, y aura-t-il un break dans le match? Bah, on peut. Il y a un pari sur au moins 3 tie-breaks. Et là, je pense qu'on peut miser toutes nos économies. Toi, tu peux miser ta voiture et ton appartement en location, hein, je pense. Et ça peut le faire. Ah oui, je pense que sur le fait qu'il y aura au moins un tie-break, je peux à peu près miser toute ma fortune. Ouais. Après, franchement, c'est une belle occasion pour Isner d'aller en deuxième semaine de son tournoi. Ça fait quelques années qu'il est toujours stoppé par Kohlschreiber au 3e tour. Et est-ce qu'un Isner peut battre Djokovic en finale? Déjà qu'il prenne un set à Federer ou qu'il l'emmène au tie-break, ce serait déjà un miracle. Ouais, et puis enfin Isner il gêne pas tant que ça Djokovic, parce que ils se sont joués à Miami. Ça a été un peu la fessée quand même. Et il faut pas oublier Isner, il a battu qu'il 2 a fois. donné mort à Miami. Hein. Qu'on le dit jamais assez. Je n'ai jamais donné mort Isner. Parce qu'on le dit jamais assez. On l'a jamais dit ça dans l'émission. Je n'ai jamais donné mort Isner avant Miami. Jamais. D'ailleurs, n'aurais écouté. Les yeux dans les yeux. Et je n'ai jamais pronostiqué Gilles Simon en demi-finale de la Coupe Rogers. Heureusement qu'on s'est refait une santé là, William. Exactement. Bon allez, il nous reste 3 minutes, le carré magique. Murray, Federer, Djokovic et Silic. Ok. Guillaume, non Je vais dire donc Wawrinka joue contre Murray. En quart. Ouais, en quart.
Donc Murray contre Federer et allez, on va dire Joe contre Djokovic. Ok. Bah, personnellement, je vois aussi un Murray Federer. Et de l'autre côté, Tsonga, tu sais que j'ai envie de mettre Nadal, mais je dois mettre Djokovic. Et donc, Djoko Murray et Murray dans un match où on sera entraîné au bout de l'ennui. Ouais. Avec un match en 5-7 absolument affreux. Comme en 2012. Un remake de Montréal, mais prolongé en 5-7. Comme 2012. Pire que 2012. Est-ce que un Djoko Murray en finale cette année peut être la plus grosse purge du tennis? Absolument. Et ce Parce serait. que, en plus, on peut presque parier toutes les économies que ça se jouera en 5-7. Ouais. On peut presque parier que ce sera une purge aussi. Ah non, mais parier que ce serait une purge, il y a même pas de cote, c'est pas possible de parier là-dessus. Non, mais On a eu des bons, hein, quand même. Comment ça? En 2000, Roland. en 2000 l'Open d'Australie. À Roland, c'était bien. Oh, Bon. À Roland, c'était pas mal. À Roland, c'était Il pas l'a éteint mal. pendant 2-7. Franchement, À Roland, il il y a deux matchs que je retiens. Franchement, c'était Non, bien. à C'était, Roland, c'est bien parce c'est à que. Rome d'Australie 2012. il y a À eu Rome la nuit. 2011. Rome 2011 et l'Open d'Australie 2012. Ouais, on Non, est non, d'accord. à Roland, c'était bien parce qu'il y a eu la nuit pour se remobiliser, tu vois. Pour fatiguer Djoko pour la finale. Bon, et moi, je pense qu'il y aura Djokovic, Silic, et ben, écoutez, je vais dire Wawrinka, Federer. Bon. Et d'ailleurs, vous voyez qui gagnait entre Wawrinka face à Federer? Wawrinka. Qui gagnait contre Federer? Non, s'il y a Wawrinka, Federer en demi-finale, qui gagne? Federer sur Simon, je vois pas Wawrinka l'embêter. Bah, ça dépend. Si Wawrinka tape Murray, ça veut dire qu'il est assez en forme pour taper Federer. Ouais. Il a quand même battu en 3-7 à Roland Garros. Bon, on n'est pas à Roland Garros. Moi, je dis Ouais, mais c'est Wawrinka en pas la 4-7. surface. Ouais. Bah, c'est intéressant. 3-6, 7-6, 6-4, 6-2. Et Gilles bah, Simon en Federer, demi-finale. Pour faire une super conférence de presse en disant il y aura au moins un Suisse en finale. Bon, on va rendre l'antenne parce qu'il est. Est-ce qu'on considère son gars comme Suisse? Bonne question. On va rendre l'antenne à Martin. On se retrouve tous mardi prochain pour analyser toute la première semaine des quarts à venir. Et puis on espère avec notre quart national. Ouais, et sûrement sans Gilles Simon qui a déjà le break de Ah, il a débriqué. Mais Gasquet qui galère aussi. Oui. Je pense que Gasquet, Simon et Mathieu, c'est terminé ce soir. Hein. Voilà. Et ben on en reparle. On a encore Benoît. On en reparle la semaine prochaine. Allez, Bonne Ça va, soirée. ciao. Bonne soirée.